Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance qui va nous parler de médecine dentaire du sommeil. Donc je suis très heureux de co-animer aujourd'hui avec Isabelle Bonafé. Donc moi je suis Wojtek Trépizur, pneumologue, et Isabelle est donc chirurgien dentiste à Montpellier. On va co-animer ensemble cette séance assez transversale. Quelques petits rappels, vous allez pouvoir bien sûr poser des questions aux orateurs et aussi, c'est vrai aussi pour les personnes qui nous écoutent à distance, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions directement sur le site internet et puis on essaiera de trouver le temps de poser les questions. Donc on va essayer de tenir le chrono bien sûr pour que tout puisse chacun puisse s'exprimer. Donc aujourd'hui, on va voir ce symposium, j'espère, très intéressant sur qui a pour objectif de présenter les enjeux de la médecine dentaire du sommeil au sein de la médecine du sommeil. Et donc, je laisse à Isabelle le plaisir de vous présenter le premier orateur que tout le monde connaît déjà. Merci beaucoup. Alors, le premier orateur est donc Gilles Lavigne. Je vais te demander de prendre place. C'est le professeur Gilles Lavigne qui est chef de service de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Il est également clinicien-chercheur. Il a plusieurs domaines d'expertise qui sont le sommeil, qui sont également, bien sûr, le bruxisme, mais également la douleur. Et je pense que vous avez été très nombreux à assister hier à la magnifique conférence plénière qu'il nous a offerte. Professeur Lavigne est également auteur d'un grand nombre d'articles, également d'un certain nombre de livres, et de livres également sur la médecine du sommeil dentaire. Et c'est ce sujet de prédilection qu'il va aborder aujourd'hui. Donc, je te laisse la place. Merci beaucoup Isabelle, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois. J'ai eu une mission un petit peu spéciale aujourd'hui, c'est de un peu voir ce qui se passe dans le domaine. Ça touche autant la médecine dentaire du sommeil que la médecine du sommeil. Et je veux voir ça un petit peu étape par étape. Le but, c'est de ne pas te provoquer, c'est de créer une réflexion, de stimuler une réflexion. Fait que j'ai aucun conflit d'intérêt direct avec la présentation, sauf que pour la recherche, on a utilisé 2 orthèses qui ont été fournies gratuitement, sans aucun lien. Et évidemment, j'ai des fonds de recherche. Comme je dis, je veux revoir quelques concepts. Je ne veux pas provoquer, je veux plutôt stimuler. Je pense que c'est devenu clair que le dentiste, le médecin dentiste au Canada, c'est des médecins dentistes. On ne peut pas travailler seul quand on touche les problèmes de sommeil, les désordres de sommeil. Et donc, essayer d'éviter en solitaire. C'est une photo qui a été prise par la grand-maman de mon petit-fils. Il y a 2 grands-mamans, là. Et je trouvais que c'est un peu un paradoxe de voir la neige du côté de la France avec un bateau sur le lac Léman. Et c'est un peu contradictoire. Au Canada, quand il y a de la neige sur les montagnes, c'est clair qu'on ne peut pas faire de voile. Fait que c'est quoi le rôle de la médecine dentaire dans le grand giron de la médecine du sommeil? On a eu plusieurs échanges, mais ici, c'est un résumé avec Franck Lobezo de Amsterdam, Takafumi Kato du Japon, Fernanda Almeida de Vancouver et Gisèle Arabe qui travaille avec Franck. Ce qui est clair au Canada, je ne sais pas quelle est la politique ici, quelles sont les lignes directrices, mais le dentiste a un rôle dans la détection, le screening. Et à l'heure actuelle, il y a 4 provinces sur les 10 provinces où les dentistes, pour maintenir leur droit de pratique, ont dû recevoir une formation de 6 à 7 heures en médecine du sommeil pour bien comprendre ce qui se passe et bien détecter. Le dentiste, comme vous le savez, est bien placé pour évaluer certains facteurs de risque. Et ici, je me suis amusé à bien clarifier, encore une fois, je dis au Canada, là, on s'entend que l'apnée du sommeil, le diagnostic revient au médecin. Pour le bruxisme, en général, les médecins ne veulent pas trop avoir à faire face avec ça. Quand il y a du tapement dedans, là, j'ai, avec des collègues, mis en évidence que c'est souvent associé à des myoclonies euromandibulaires. Et un groupe d'Italiens a mis en évidence que c'est associé à de l'épilepsie dans le sommeil. Et ça peut être associé à du RBD, les comportements du sommeil, en sommeil paradoxal. Je ne sais jamais le mot exact en français.
Et évidemment, là, il faut travailler avec les neurologues. Et quand on vient dans le domaine des douleurs au niveau du visage, douleurs articulaires, les céphalées, névralgie, les neuropathies suite à des traumatismes ou à des chirurgies, mais là, il faut travailler à nouveau en équipe. L'insomnie, évidemment, on travaille beaucoup avec les psychologues au Canada. Cancer oropharyngé, les dentistes en milieu hospitalier travaillent régulièrement avec ces équipes et avec la radio-oncologie et les gens qui gèrent la chimiothérapie. Et les reflux gastriques, c'est fréquent qu'on voit ces problèmes-là en médecine dentaire. Une collègue, Dr. Frange, qui est une physiothérapeute au Brésil, avec un groupe, ils ont fait une revue systématique. Et ce que j'ai retenu ici, c'est justement cette combinaison de différents intervenants. Et c'est dans un monde idéal, on s'entend que ce n'est pas tout le monde sur le même plancher dans la même clinique. Mais l'important derrière tout ça, c'est le patient partenaire et l'approche top-down, là, où on dit au patient, voici, moi je suis le grand bon, je connais tout, c'est ça le traitement, ça s'arrête là. C'est une approche qui est périmée, qui est même considérée du malpractice, qui est considérée une mauvaise pratique dans ma partie de la planète. Donc, il faut discuter avec le patient, proposer des traitements. Les grands débats à l'automne 23. Un des premiers débats, vous savez tous qu'il y a une crise avec l'index des apnées et hypopnées. C'était pendant des années considéré là comme la variable à utiliser. Et c'était un petit peu challengé récemment. Et on sait que c'est pas très solide pour prédire le risque cardiovasculaire, que l'hypoxie est beaucoup plus importante. Et justement, on parlait tout à l'heure... j'ai découvert qu'il était français. Okay? Je citais ses travaux avec le Mace et j'ai découvert qu'il était ici aujourd'hui. Et ça a commencé comment, cette crise-là? Encore une fois, ça a commencé aux États-Unis. Et c'est l'Agency of Healthcare Research and Quality qui est associée à Medicare. Medicare, c'est le système public. Et eux vérifient si un traitement est vraiment justifié, si le gouvernement doit investir des millions ou non dans le traitement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé, mais analysé très ciblé, en ciblant le risque cardiovasculaire. Ça a entraîné un changement drastique au niveau des compagnies d'assurance, les third-party payers, là, ceux qui remboursent, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas un système de santé organisé. Au Québec, on a l'assurance maladie et pas l'assurance santé, l'assurance maladie, ce qui est déjà un problème. Et maintenant, un patient qui a une apnée en bas de 15, il n'y a aucun traitement remboursé. Et avec les assurances, c'est un débat. La PPC est difficile à faire rembourser. L'orthèse dentaire, il faut qu'il y ait des risques et d'autres facteurs. Donc, on rentre dans une zone un peu rouge. Ici, je voulais juste insister, les patients qui n'utilisent pas de traitement, c'est bien connu que la mortalité n'est pas idéale et l'utilisation d'un traitement réduit la mortalité principalement pour la malignité et un petit peu moins pour les maladies cardiovasculaires. Donc, de ne pas avoir de traitement, ce n'est pas un bon choix, mais pour les orthèses dentaires, on n'a pas beaucoup d'évidence du côté long terme cardiovasculaire. Ici, ce que je veux partager avec vous, ça vient d'être publié il y a 2 semaines. C'est un groupe de Canadiens et d'Américains qui ont réagi à ce rapport américain et de Long Term Health Outcome et ils ont remis en question justement le rapport de cette agence américaine. Et ici, je veux juste attirer votre attention qu'ils ont dit que c'était un rapport inadéquat sur les bénéfices du CPAP. Et ils ont remis en question justement que le fait que l'endormissement n'avait pas été évalué, les risques d'accident, les problèmes de pression. Donc, ils nient pas la problématique cardiaque, mais ils demandent que les choses soient regardées d'une façon un peu plus large. Et ce qui est assez critique, comme je viens de vous mentionner, c'est qu'on s'est ramassé avec des situations où les patients, du jour au lendemain, leur traitement n'était plus remboursé par les assurances. Et ce groupe-là nous a rappelé
que, évidemment, tout le monde sait que la mortalité, elle est là, tous les problèmes cardiovasculaires, mais de ne pas oublier la démence, les problèmes d'humeur, diabète, problèmes de pression sanguine, évidemment, accident de voiture. Et au lieu de juste se plaindre, ils ont suggéré des solutions. Et ça, je trouve ça assez intéressant, assez original. C'est très facile de dire, ah, c'est des emmerdeurs, ils nous ont nui, ils ont bloqué la qualité des soins. On est des médecins, on est des dentistes, on est là pour la santé des gens, mais ils ont suggéré une série de mesures. Fait que je vous recommande fortement la lecture de cet article-là. Et par rapport à ce qu'on va discuter aujourd'hui, ils ont mis en évidence que la PPC ou les orthèses d'avancée mandibulaire, le niveau des évidences est assez bas. Donc, c'est comme une reconnaissance que les orthèses peuvent être utilisées aussi. L'autre grand débat ou défi, c'est le rappel des PPC. Okay? C'était plus de peur que de risque. Beaucoup d'études ont eu de la difficulté à vraiment démontrer le risque de cancer, mais l'opinion publique s'est emballée. Je ne sais pas comment c'est ici en Europe, mais aux États-Unis, c'était majeur. Et l'impact de ça est majeur au niveau des patients. Ça a créé énormément d'inquiétudes. Certains patients ont arrêté du jour au lendemain d'utiliser leur PPC. Et certains ont dit, mais là, c'est trop dangereux, je ne vais pas avoir ce traitement-là. Et je pense qu'il a manqué un petit peu de planification dans l'ensemble. Et je voudrais ici rappeler aux dentistes que ce n'est pas une opportunité commerciale pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut travailler avec une série de traitements. Et toute l'histoire a commencé avec un petit filtre. Vous connaissez probablement l'histoire. C'est Respironix, qui est l'ancêtre de la compagnie que Philips avait rachetée. On mis un filtre pour réduire le bruit. Et vous voyez ici en date d'avril, il y avait presque 2,5 millions de PPC qui avaient été réparés. On pense que ça va de mieux en mieux, pas nécessairement. Récemment, le FDA, le Food and Drug Administration américain, a dit à Philips qu'ils étaient très insatisfaits de comment ils ont géré la situation. Donc, si vous regardez Wall Street Journal, la valeur monétaire de cette compagnie en a souffert. Et cette compagnie ne fait pas juste les choses mal, là. Ils ont eu un truc inadvertant. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des poursuites auprès de Respironix éventuellement pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Encore une fois, les dentistes ne sautaient pas sur cette occasion-là. Mes collègues américains, certains ont dit « Youpi, la poule aux œufs d'or pour nous ». On ne sait jamais. Okay? Ça se peut très bien que nos orthèses aient aussi des problèmes un jour. C'est des produits qu'on utilise et aucun produit n'est absolument sûr. Donc, il faut se garder une petite gêne à utiliser ces trucs-là. Aussi, je voudrais attirer votre attention qu'on a un marché en croissance avec autant la PPC que les orthèses. Et vous savez qu'on travaille depuis des années soit avec ce système-là qui a été découvert à partir d'un compresseur de piscine et adapté au visage. Là. Beaucoup de gens ne savent pas ça. L'orthèse avancée mandibulaire, la position, la chirurgie et chirurgie orthognatique ou télégnatique et ainsi de suite. Et on travaille toujours autour de ce système-là, mais depuis quelques années, on a les stimulations du nerf hypoglosse, les stimulations directement des muscles pour augmenter le tonus, des exercices. C'est des protocoles qui ont été développés beaucoup au Brésil et des médicaments, autant pour travailler sur le tonus musculaire que sur le réveil pendant la nuit ou stabiliser la respiration irrégulière, le loop gain, la surréaction à la respiration. Et où je voudrais insister au départ, c'est que c'est beau d'avoir ces approches, mais au Canada, on a un gros problème. On a un problème d'accessibilité. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer une PPC à 2500 $ ou une orthèse dentaire qui est entre 2500 et 3500 $. Et il faut être très conscient qu'il y a des gens qui sont camionneurs, chauffeurs d'autobus. En général, les pilotes d'avion sont protégés, ils ont accès à ces traitements-là. Donc,
faut vraiment s'unir, travailler ensemble. Rapidement, ici, je vais vous montrer une série d'analyses sur la croissance du marché. Ce n'est pas juste négatif, malgré les problèmes qu'il y a eu, mais on parle de 15% d'augmentation du marché, autant pour les orthèses avancées mandibulaires que la PPC. Et une autre étude parle de 6,6%. Ça, c'est pour le bruxisme du sommeil. Ici, une autre étude, 5,9%. Ici, on parle de 6,1%, mais regardez, on revient toujours à God is American, on revient toujours à l'Amérique du Nord. L'Europe n'est pas bien identifiée, on ne sait pas exactement pourquoi dans ces analyses-là. Il y a plusieurs explications, mais ce n'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Et les appareils, les orthèses plus spécifiques d'avancée mandibulaire, on parle de 5,5%. La cothérapie. On connaît bien qu'on peut utiliser les orthèses avancées mandibulaires avec la PPC, je vais en reparler tout à l'heure, mais on connaît moins l'usage des médicaments. Et ici, je voudrais qu'on arrête d'utiliser un mot. Okay? C'est peut-être un vœu pieux, mais on va souvent dire à nos patients, et moi le premier choix, c'est la PPC. Une alternative, c'est l'orthèse avancée mandibulaire. Moi, si je veux m'acheter un truc, puis qu'on me dit que c'est une alternative, souvent je peux percevoir ça comme étant une deuxième qualité, étant moins valable. Et imaginez-vous pour les stimulateurs de l'hypoglosse qui coûtent 35 000 $ américains. Je parlais avec un collègue suisse cette semaine, il me disait que c'est 75 000 francs suisses, cette opération-là. Et si on présente ça à un patient, c'est sa seule solution. Il ne peut pas tolérer la PPC, il ne peut pas tolérer une orthèse avancée mandibulaire. Je pense que le mot alternative, là, dans le contexte de médecine personnalisée, on doit arrêter d'utiliser ce mot-là. On parle plus d'ajout pour les médicaments, on parle de thérapie connexe. Dans les médicaments, le premier médicament que je vais décrire, c'est celui qui travaille sur le tonus musculaire. Et soyez tous conscients, je suis certain que la majorité de vous le savez déjà, les pharma veulent leur part du gâteau. Et vous avez entendu parler ce matin atomoxétine et oxybutine, c'est noradrénergique et muscarinique. Et il y a eu plusieurs études initiées par le groupe de Harvard, mais il y a eu plusieurs autres études un peu partout dans le monde qui ont été faites. Et ces médicaments-là ne vont pas avoir un effet aussi puissant que la PPC, ça c'est clair. Et par contre, si on a un patient avec une composante musculaire, donc un phénotype bien identifié, c'est un ajout. C'est un ajout thérapeutique. Donc, il ne faut pas regarder ça de façon négative. Il faut le regarder plutôt comme une thérapie qui peut nous aider. Et un nouveau joueur dans l'équation, c'est le cannabis fait en laboratoire, le dronabinol, qui est un dérivé du THC. Et ici, c'est une étude ouverte. Et ils ont amélioré l'hypoxic burden, donc le problème de saturation. Ils n'ont pas vraiment amélioré l'index d'AHI. Donc, on revient encore à ce problème-là. Mais regardez, les effets secondaires sont assez importants. 33% des gens ont rapporté des effets secondaires, paranoïa, sécheresse, maux de tête, et ainsi de suite. Pourquoi j'en parle? Le FDA américain a autorisé un essai clinique de phase 2, phase 3 avec ce médicament-là. Donc, ce n'est pas de la fiction, là. Là, on rentre vraiment dans un nouveau domaine et je ne serais pas surpris que dans quelques années, nos patients soient traités avec la PPC, un médicament, soient traités avec une orthèse avancée mandibulaire, un médicament. Est-ce que c'est des médicaments que les dentistes vont prescrire? Non. Okay? D'où le besoin de travailler plus ensemble. On a soulevé, nous, un problème justement avec ces combinaisons. Surtout l'atomoxétine, c'est noradrénergique et dans les recherches de sciences de base, c'est connu que ça peut provoquer une augmentation du tonus musculaire. Et on a écrit au groupe d'Harvard en leur demandant ce qu'ils avaient regardé, s'ils avaient plus de bruxisme, donc des activités rythmiques des mâchoires, s'ils avaient eu plus de plaintes de maux de tête. Et ils ont répondu en disant non, on n'a pas pensé à cette variable-là. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même toujours bien analyser. Donc, c'est encore pas complètement prêt pour arriver près de nous. Donc, l'effet additif, j'aimerais bien que vous gardiez ça en tête. Même si le bénéfice est léger, pour certains patients, ça fait une énorme différence d'avoir ce bénéfice-là. Et on a un nouveau joueur, les statines. Et ici, c'est un article où on dit que les statines vont augmenter la protection en parallèle avec la présence d'apnée obstructive.
Ici, le Centre de communication de l'Université de Columbia a bien insisté en disant que ces médicaments qui réduisent le cholestérol, qui réduisent le risque cardiaque, ont amélioré avec la CPAP la qualité du sommeil et ont réduit la fatigue diurne. Et donc, ils reconnaissent qu'il y a un débat, mais ils disent qu'on peut regarder de façon beaucoup plus globale ce qui se passe. Et les personnes qui utilisent le CPAP sans statine, mais qui sont à risque de problèmes, ils disent que ces gens-là ont plus d'inflammation. Donc, vous voyez qu'il y a des nouveaux joueurs et il va falloir continuer à être prudent de ce côté-là. Une autre chose qu'on connaît comme dentiste et comme médecin, c'est la correction des positions dorsales, l'ajout d'oxygène, les stimulateurs musculaires au niveau sous la langue pour augmenter le tonus musculaire ou la stimulation de l'hypoglosse. Donc, c'est des choses commercialisées. Et ici, avant d'aller dans ce détail-là, je dois juste faire part de l'étude CHOICE. C'est une étude qu'on vient de terminer entre Vancouver, Montréal et Québec. Et cette étude-là est une étude randomisée où les gens recevaient la PPC ou une orthèse dentaire. Et après un mois, il y avait une semaine de lavage biologique, de wash-out. Ici, on devrait plutôt parler de lavage d'habitude. Et la condition est inversée. Et après, pour une période de 6 mois, on laissait les gens libres de choisir comment ils voulaient fonctionner. Les résultats principaux sont différent de l'étude qui avait été faite en Australie il y a une dizaine d'années, où ça avait été rapporté que les gens préféraient l'orthèse d'avancement mandibulaire. Ici, surprise, chaque pays est différent. 60% des gens ont adoré le fait de pouvoir utiliser leur CPAP une nuit, une orthèse dentaire quand ils vont au chalet ou ils vont dans un voyage avec des amis. Et certains aiment utiliser les deux en même temps. Donc, j'insiste beaucoup, là, c'est terminé la période où on savait tout, on disait aux patients, c'est comme ça que ça fonctionne, ainsi de suite. L'utilisation de la CPAP seule a été rapportée par 20% des gens et l'orthèse dentaire par 10%. On avait quand même des non-adhérents, des gens qui n'étaient pas fidèles au traitement. Au dernier congrès de l'American Academy of Dental Sleep Medicine, le groupe de Belgique, d'Olivier van der Wegen, a mis en évidence, eux, avec un autre type d'orthèse. Nous, on avait utilisé la Somnomède, ici c'est la ProSomnus, que la ProSomnus était préférée par plus de 50% des gens versus la PPC. Et l'adhérence était plus basse avec la PPC versus l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et évidemment, notre collègue Olivier a mesuré son mean disease alleviation, c'est une façon mathématique de voir, et on voyait que c'était à peu près similaire, probablement ça s'explique par le fait que c'est utilisé plus longtemps. Avec mon collègue et ami Raphaël Anzar à Lausanne, il y a plusieurs années, on avait utilisé un harnais comme ça avec des boules de billard, et ça fonctionnait très bien pour l'apnée positionnelle. Vous voyez, on renormalisait les conditions. On a essayé de faire la même étude au Québec, et les gens nous ont traités un petit peu bardeau, là, de vouloir utiliser des boules de billard. Ils nous ont demandé si on était dans un club de torture, de sadomasochisme, et ainsi de suite. Donc, ici, le point important, c'est la différence culturelle, la différence entre les pays. Ce qui fonctionne à un endroit ne fonctionnera pas nécessairement à l'autre. Le truc américain du coussin attaché avec un velcro, bon, ça, c'est pas très populaire en Floride où il fait chaud, les gens ont chaud. Et l'autre problème qu'on a eu avec cet appareil-là, c'est que les gens qui sont minces pivotent, revenaient en position dorsale pendant leur sommeil. Donc, ça prend un coussin gonflable au niveau abdominal pour que ça fonctionne. Ce qui est très à la mode présentement, c'est les appareils intelligents qui mesurent le pourcentage de temps qu'on est sur le dos et par une vibration, le cerveau traite l'information et on corrige la position. Quand, encore une fois, le groupe d'Olivier van der Wegen en Belgique a comparé l'utilisation de l'orthèse seule ou l'utilisation du positionnaire de sommeil ou l'addition des deux, il y avait une potentialisation, il y avait un effet additif qui n'était pas négligeable. Donc, ne pas oublier de travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait si on a un patient qui a une co-occurrence? Je ne parle pas de comorbidité ici, parce qu'il n'y a aucune évidence que le bruxisme tue. Okay? Le bruxisme, ce n'est pas une condition associée avec un décès. Ça peut être associé à d'autres maladies.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand le patient a les deux conditions? Jusqu'à tout récemment, on ne savait pas trop quoi faire. Un groupe en Pologne a démontré que les deux traitements sont équipotents et le groupe de Frank Lobezo en Hollande, aux Pays-Bas, a démontré aussi que les deux traitements sont à peu près équivalents, mais ce qui m'agace un peu ici, c'est la grande variabilité dans la distribution des données. Donc, il y a probablement ici des phénotypes. Il y a peut-être aussi des choix de patients, des goûts de patients. Le phénotype, ce n'est pas juste biologique, il y a aussi la préférence. Vous savez tous qu'on ne peut pas regarder l'apnée chez la femme comme on la regarde chez l'homme. Cette période-là, elle est désuète et les femmes rapportent plus de fatigue et surtout le risque d'apnée en sommeil paradoxal qui est assez critique. Un débat assez, je dirais, persistant aux États-Unis, c'est est-ce qu'on fait de l'orthodontie suivie d'une chirurgie orthodontique ou on fait une chirurgie orthodontique suivie d'orthodontie. Au dernier congrès à Rio, il y a un mois, c'était des discussions interminables, mais aucune évidence solide de ce côté-là. Et le nouveau truc, c'est la télégnatique. Ça, il n'y a pas du tout d'ortho. On fait juste faire la chirurgie et replacer les mâchoires. Et on manque beaucoup de recul pour être vraiment sûr comment agir de ce côté-là. Les innovations, rapidement, phénotype, endotype. Pour l'apnée du sommeil, il y a plusieurs modèles proposés. Ce sont des modèles, il faut que ça soit encore validé. Pour le bruxisme, on a peu d'évidence. Et par contre, dans ce qui concerne les gens qui ont des prothèses, les gens qui ont des dentiers, comme on dit au Québec, qu'est-ce qu'on leur dit? Souvent, les pneumologues nous appellent et disent, je fais quoi là? Mon patient, il a 2 prothèses, il dort avec ou il les enlève? Et on a fait une étude avec Nelly Wynn et Elam et Mami et on a vu qu'il y avait ici un phénotype. Les gens qui avaient une petite dimension latérale au niveau oropharyngé et qui avaient un long tube, là, excusez-moi de l'expression, mais vous allez comprendre l'idée. Donc ici, un rétrécissement avec une longueur. Ces gens-là présentaient beaucoup plus de problèmes s'ils dormaient avec leur prothèse. Moi, quand j'étais étudiant, on disait tous les porteurs de prothèses doivent enlever leur prothèse la nuit. Dans la réalité, les gens ne le font pas. Et donc, ici, sur quoi je veux insister, c'est qu'il faut avoir des évidences, il faut savoir où on s'en va. Une autre donnée intéressante qui vient tout juste d'être publiée dans Sleep, c'est un travail qui a été fait avec Jari Albert, qui est un dentiste dans les pays scandinaves, avec l'échantillon de Finlande. Et ils ont regardé un nombre assez impressionnant de sujets. Ils ont utilisé des questionnaires, donc pas d'électromyographie pour valider le bruxisme. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait un marqueur de la myosine qui a répondu très fort. Mais le point ici que je veux faire, c'est souvent on dit que le bruxisme, ça n'a rien à voir avec d'autres problèmes. Et dans l'échantillon de Hallberg, ils ont vu qu'il y avait des douleurs musculaires, des maux de tête, des migraines. Ils ont vu que c'était souvent associé à des comorbidités, l'apnée du sommeil, l'anxiété, la dépression, et aussi relié. Et là, il faut faire attention, vous voyez beaucoup le mot related. Related. Ça, c'est ce qu'on va revoir dans quelques circonstances. Et ils ont insisté en disant définitivement, il n'y a pas une seule explication pour ces problèmes-là. Les senseurs pour mesurer les différents trucs, il y a plusieurs senseurs. Il y a ici un senseur que mon collègue Martineau est ici dans la pièce, que vous avez développé, le Sunrise, qui mesure par algorithme les mouvements mandibulaires, l'accélération, par lequel on peut déduire un index plus ou moins précis, okay, dépendant de la sévérité de la condition, mais ça nous aide aussi à identifier le bruxisme, mais surtout si c'est co-occurrent. Les EMG sont sur le marché depuis plusieurs années. C'est un type 4. Le problème de l'EMG, c'est qu'il ne nous dit pas si le patient a des problèmes respiratoires ou autres. La compagnie Somnomed, un des fabricants des orthèses d'avancée mandibulaire, travaille intensément avec un enregistrement de mouvements mandibulaires. Et ici, on voit à l'éveil, on voit aussi qu'est-ce qui se passe avec des mouvements mandibulaires. Et cet appareil-là devait être sur le marché au mois de septembre. Je suis allé à leur réunion annuelle à Palm Springs, en Californie. Ils ne nous en ont pas parlé du tout. Donc, ce n'est pas encore prêt. Il y a toujours des problèmes de validation, ainsi de suite.
D'autres systèmes, c'est des systèmes de morsure, des systèmes de vibration, comme celui de Bruxan ici, qui vient d'Allemagne, qui est beaucoup plus sophistiqué maintenant. Il y a aussi un système qui a été développé à Lausanne et en Italie, le EasyBite. Et vous voyez que ces deux systèmes-là, il y a des publications quand même. Et il y a différents modèles qui se sont développés. Ici, c'est un modèle plus pour mesurer la force de morsure, pas tellement pour le sommeil, mais c'est gros, c'est invasif. Et en Californie, ils ont sorti un modèle très similaire au modèle suisse et italien qui mesure l'activité. J'ai vu l'appareil au dernier congrès, mais on n'en sait pas plus sur la compagnie. Il y a un autre un groupe qui développe un autre senseur pour mesurer les contacts et éventuellement une mesure d'oxygène, avec une compagnie de Boston associée à Harvard. Et The New Kid on the Block, c'est des systèmes dans les oreilles qui mesurent le bruit, ronflement, grincement et aussi les mouvements mandibulaires. Ici, c'est un exemple. Il y a deux autres compagnies qui sont dans le domaine. Du côté oxymétrie... Juste un petit rappel sur le temps parce qu'on est en train de déborder. On est en train de déborder sur le temps, si on peut... Oui, ok, je m'excuse. Et ce système-là d'oxymétrie est un système qui a été développé par différentes compagnies, mais ce n'est pas encore complètement sur le marché. Pour terminer, je voudrais qu'on arrête aussi de mettre, si quelqu'un se plaint de ronflement ou d'arrêt respiratoire, est-ce que c'est une préoccupation? Une préoccupation pour la santé, une préoccupation pour la famille. Et souvent, nos collègues vont directement prendre une plainte comme étant quelque chose qui dérange le patient. Il faut valider auprès du patient. Aussi, en Europe, vous utilisez beaucoup le mot définitif pour un diagnostic. Dans un contexte nord-américain, on n'est jamais définitif dans un diagnostic. On va aller en confirmation. Et un trouble peut être co-occurrent. Et je pense que mon collègue va insister un petit peu plus sur justement les définitions. Et Emmanuel, tu vas mieux décrire que moi, je pense. Mais n'oubliez pas que le ICSD, le 3R, insiste beaucoup sur Sleep Related Bruxism. Donc, est-ce que c'est un désordre ou non? Je vais laisser Emmanuel couvrir ça. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup Gilles pour cette très belle présentation. On va peut-être attendre pour s'il y a une voire deux questions maximum dans la salle. Non, bon, il n'y a pas de questions. Nous n'avons pas non plus sur le chat, donc ça nous fait récupérer un petit peu de temps. Et nous allons maintenant passer la parole au professeur Emmanuel Denko. Bien, merci beaucoup Isabelle Bonafé, merci à la SFMDS et je tiens aussi à remercier le professeur Mikulo Franchi qui a contribué à ce programme. Donc je vais vous présenter moi un thème qui s'articule autour du bruxisme lié au sommeil. On va parler des comorbidités mais très rapidement puisqu'on va peut-être modifier ce mot et on va aller voir en dernière partie une prise en charge personnalisée et transdisciplinaire ou transversale. Donc j'aurai trois parties. On va d'abord reprendre cette notion fondamentale de savoir ce qu'est le bruxisme, le statut du bruxisme, si c'est un comportement plutôt physiologique, un trouble du sommeil parce qu'il perturbe la continuité du sommeil ou qu'il entraîne des répercussions à l'éveil et ou si c'est un facteur de risque dans le secteur oro-dentaire. C'est fondamental parce que les trois conditions qui peuvent être à un moment donné chez un même individu dans sa vie ou à des moments donnés être l'un ou l'autre des statuts, nécessite une détection, voire un diagnostic si c'est un facteur de risque, et une éventuelle prise en charge. C'est tout l'enjeu en fait de cette première partie. Ensuite, on parlera de co-occurrence. J'enlèverai ce mot comorbidité, je vous expliquerai pourquoi. Et on verra par un cas clinique assez rapidement ce qu'on peut actuellement proposer à un patient chez qui d'abord on suspecte un bruxisme lié au sommeil, mais on va bien voir que les co-occurrences, que ce soit des troubles ou des conditions a priori non pathologiques, vers quoi ça peut nous amener dans la prise en charge. Le bruxisme, alors cette définition, elle fait couler beaucoup d'eau dans le domaine.
Elle a été réactualisée en 2018 et très récemment, Gilles Lavigne m'a fait passer un papier qui va sortir. Donc c'est une activité des muscles masticateurs durant le sommeil, ça c'est important quand même, qui est caractérisée par des épisodes de contraction rythmique ou non rythmique, et la fin pose problème, et on verra pourquoi, et qui n'est pas un trouble du mouvement ou un trouble du sommeil chez des personnes par ailleurs en bonne santé. Donc c'est classifié quand même dans l'ICSD-3, qui est le recueil des troubles du sommeil, dans les troubles moteurs liés au sommeil, comme les mouvements périodiques par exemple. Historiquement, et dans la branche odontologique, ces papiers princeps, souvent ont tendance à rester un petit peu dans l'inconscient collectif de la profession. Donc c'est Marie et Pietwitsch, ils sont des Français, donc qui ont décrit la bruxomanie, et dans l'inconscient d'un chirurgien dentiste, ou la plupart peut-être d'entre eux, c'est associé à de la destruction, de l'usure pathologique, etc. C'est un effet de loupe, évidemment, et on va voir pourquoi. Alors j'ai choisi de prendre l'aspect chronologique, à but pédagogique. Donc les premiers travaux, c'est Takama au Japon, c'est l'enregistrement des sons de grincement. Donc ça, c'est l'ère des pionniers avec les premières EMG qui ont permis de mettre en évidence les épisodes plus ou moins phasiques, toniques ou mixtes. Ensuite, il y a toute cette grande partie où Gilles Lavigne a étudié, grâce à la mise en place de critères de recherche, les mécanismes du bruxisme du sommeil. Donc il fallait étudier cela chez des gens sans co-occurrence, donc des jeunes adultes en bonne santé. Et ce biomarqueur du moment qui a servi à faire cette étude, c'était, et c'est toujours, l'ARMM, l'activité rythmique des muscles masticateurs, avec 3 déclinaisons, phasiques, toniques et mixtes, et des critères qui sont encore largement utilisés. L'ARMM n'est qu'un biomarqueur qui a permis ce type d'études, d'analyse. On reparlera des biomarqueurs associés au bruxisme lié au sommeil. On sait que il y a des phases du modèle cyclique alternant où l'ARMM est plus prédisposé à survenir, le micro-éveil n'étant qu'une fenêtre temporelle permissive à l'expression de cette ARMM, phase A3 du CAP en particulier. Donc si on enregistre sur un hypnogramme un patient qui a du bruxisme, on va retrouver surtout ça dans les phases de sommeil lent léger, peu en REM, mais il y en a quand même. Et ça varie selon les individus évidemment et selon l'âge des individus et le fait qu'on soit dans un échantillon super sélectionné ou dans une population évidemment. Donc Gilles et son équipe ont aussi bien montré, et ça c'est très important, que dans la cohorte de sujets dits contrôle asymptomatique, il y avait quand même 60% d'ARMM. Donc l'idée de comportement physiologique, elle est derrière peut-être tout ça, on va en reparler après. Donc Gilles, Takafumi Kato, Nelwin, etc. ont bien décrit donc, cet enchaînement de séquences types qu'on retrouvait, pas toujours, mais fréquemment, avec une réactivation autonomique, tachycardie, etc., pré-événement ARMM, parfois associé donc à des grincements, c'est le bruxisme, et souvent à des fortes déglutitions, peut-être qu'il y a de l'hypersalivation consécutive. Donc si on regarde une vidéo là, du service universitaire de médecine du sommeil de Bordeaux, le sujet dort, donc il est en REM, et vous allez voir qu'il y a un éveil cortical qui se met en place. Il y a des mouvements corporels majeurs qui se mettent en place, et en même temps il va commencer à avoir une activité de muscle masticateur rythmique d'abord, et puis il va continuer dans un même épisode, il n'y a pas de son, c'est pas grave, il va serrer un peu les dents, donc c'est du tonique, et on repasse sur du phasique. Il est toujours en micro-éveil et au final, il va répéter ce type d'épisode tout au cours de son sommeil, ce jeune sujet en bonne santé. Si on continue, donc, après les pionniers, après l'ère de la recherche et la compréhension des mécanismes, il y a tout un débat sur lequel je vais passer un petit peu de temps, qui anime beaucoup la communauté depuis 2013. Vous voyez qu'il y a toute une suite de papiers, c'est pas fini. Gilles Lavigne m'en a passé encore un hier soir que j'ai oublié de rajouter. Le premier papier, c'est celui-là, c'est la volonté d'une prise en charge factuelle en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'écrits et donc ce consensus de 2013 a permis de définir 2 manifestations circadiennes du bruxisme, éveil-sommeil fondamental, de distinguer, et un diagnostic un peu calqué sur le diagnostic des douleurs neuropathiques en trois possibilités, possibles, probables et définies, avec des examens plus ou moins objectifs selon le type de diagnostic. Donc ça a permis de faire un certain nombre d'études. Les critères ICSD-3 reprenaient un petit peu
ces signes et symptômes que les possibles ou probables bruxismes préconisaient. Et le défini, c'était les critères RDC de la PSG de Gilles. Et je n'ai pas évidemment sélectionné tous les papiers, mais celui-là est important parce que Karen Raphael revient sur cette notion avec Franck Lobezo, qui est quand même le premier auteur du papier 2013, et qui nous parle de cette notion fondamentale de comportement, de troubles et de facteurs de risque, en citant Karen Raphael et Jérôme Wakefield, qui est un psychiatre bien connu dans le domaine, en particulier dans la définition de l'harmful dysfunction analysis, donc qui est le trouble, c'est quelque chose, dans le domaine décrit par Wakefield, la psychiatrie, c'est quand même quelque chose qui induit une dysfonction, mais en même temps, et ou un préjudice. Donc si on ramène ça au domaine du sommeil, un trouble du sommeil, ça perturbe la continuité du sommeil, et où ça entraîne à l'éveil une répercussion, somnolence, fatigue, etc. Le bruxisme, si c'est un trouble du sommeil, c'est ça, au sens strict, mais ça n'a pas été retenu, bien que Wakefield, à l'époque, ait été cité. Voilà, ça anime un petit peu les débats encore actuellement, et facteur de risque, le concept de Schwartz, plus j'augmente la probabilité d'apparition d'un trouble, plus le facteur est présent, etc. Après 2016, il y a eu cette étude qui a mis un petit peu en émoi un peu tout le monde, parce que les critères de Gilles, en fait, quand on les compare à des critères cliniques, on ne trouve pas une superbe sensibilité en particulier pour les blocages de la mâchoire. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont été comparés par rapport aux critères de Gilles. Mais Gilles, je ne crois pas que tu aies dit que c'était le gold standard. Tes critères, c'est juste un biomarqueur qui a permis d'étudier les mécanismes. Bon, en tous les cas, ça a été réétudié. Ça a permis de passer à l'ICSD 3R. Et Gilles a bien insisté sur la notion qu'on est passé d'un son de grincement à une activité des muscles qui induit un son. Le blocage de la mâchoire n'a plus été retenu, une faible sensibilité. En reparant le fil en 2018, deuxième consensus, après tout ça, on dit oui, ok, et puis Franck Lobezo d'ACTA propose de revenir sur la notion de comportement non préjudiciable, ok, facteur de risque, ok, et facteur de protection. Bon, c'est un petit peu une façon d'analyser quelque chose qui n'est pas une causalité scientifique, mais on sait que bruxer, il y a des individus qui ont un peu plus de salive, et pourquoi pas, ça remonterait un pH lors d'un RGO, pourquoi pas, ça favoriserait une ventilation post-hypopnée, par exemple. Mais en tous les cas, il y a ce terme de facteur de protection qui a été proposé, en tous les cas. Gilles, il est revenu quand même un peu à la clinique en 2020, parce que ces débats qui animaient les communautés un petit peu académiques, il faut les ramener quand même à la clinique. Donc il a proposé de dire normobruxisme, ok, pas de signes et symptômes, pas d'impact sur la santé, et puis patho, ça a des conséquences. Donc le patho, il faut le diagnostiquer, il faut le traiter, l'autre, non, a priori. Et puis on arrive un peu dans le jeu, avec l'équipe de Jean-Arthur Micoulot et Christophe Gau. Christophe Gau et Jean-Arthur, en fait, ils faisaient une revue systématique sur le concept de Wakefield d'HDA, donc est-ce que les troubles du sommeil sont classifiés dans l'ICSD-3 selon ce concept de dysfonctionnement ou de préjudice? Oui, en fait, oui. Et le bruxisme aussi. C'est ce que nous redit l'ICSD-3. Le bruxisme, il peut entraîner, et Gilles et Rero Biloni nous le disent aussi dans ce papier 2018, le bruxisme, si c'est un trouble du mouvement, il entraîne un sommeil perturbé et ou de la somnolence ou de la fatigue à l'éveil. Et quand on regarde l'ICSD-3, c'est ce qu'elle nous dit. Le bruxisme peut, au cours du sommeil, entraîner des perturbations du sommeil. Donc dans l'ICSD-3, le bruxisme peut être un trouble du sommeil. C'est pour ça qu'en 2021, on a proposé cette dichotomie de bruxisme. Comme pour les MPJ, c'est le Sleep Related Breathing Disorder. Le D, il est important à la fin, parce qu'il perturbe, il entraîne un dysfonctionnement du sommeil, il a un préjudice à l'éveil, par exemple la somnolence, et il peut être également un facteur de risque, s'il n'empêche pas qu'il peut être un comportement également. Alors on a une petite étude de cohorte à Bordeaux qui est ouverte, où on a montré que c'est pas du tout un trouble du sommeil. Le bruxisme lié au sommeil dans la cohorte, qui est une cohorte avec probable BS et comorbidité entre guillemets. Donc ok, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cas, même chez des jeunes individus, adultes en bonne santé.
Par contre, il y a quelques papiers, là, pas beaucoup, qui montrent que ça peut être un trouble du sommeil. Ce papier de Neuil nous montre que il entraîne un dysfonctionnement dans cette cohorte de sujets, et qu'en plus, les gens qui ont un bruxisme hors trouble du sommeil, il n'y a pas d'autres troubles du sommeil chez cette population, ben, ils sont fatigués, somnolents. Donc dans ce cas-là, c'est un trouble du sommeil, le bruxisme. Donc la conclusion de cette première partie, ben, c'est que le bruxisme, c'est un chantier en construction, évidemment. Ça peut être l'un, deux ou les trois en même temps, ou différemment au cours de la vie d'un individu, peut-être avec des co-intervenants qui vont moduler ce statut du bruxisme, hein, qui est intéressant à évaluer chez un patient. Mais évidemment, vous avez compris que ce n'est pas si simple, hein, de savoir où on est dans un patient, dans ce statut-là. Comorbidité. Alors, quand on prend la littérature, oui, il y a beaucoup de conditions ou de troubles du sommeil plus fréquemment retrouvés associés au bruxisme que la prévalence initiale du bruxisme, qui est évaluée à 10, 12, 15%, un peu moins. Voilà. En particulier le SAS, enfin les apnées-hypopnées plutôt que le SAS, le RGO, le trouble d'insomnie, syndrome des jambes sans repos, épilepsie, etc. Mais là, on ne va plus parler de comorbidité. Comorbidité, c'est une appellation qui met au centre une pathologie, un trouble ou un comportement et qui étudie ce qu'il y a autour. C'est excessivement centré sur la maladie, mais on sait que ce n'est pas la bonne façon d'étudier une maladie parce que ça ne permet pas de prendre en compte tout l'environnement du patient. Et ce que veut le patient, Gilles en a bien parlé, hein, les patients reported outcomes, ce que veut le patient, c'est ce qui marchera le mieux, ce qui coûtera le moins cher à l'assurance maladie. Donc on va parler de multimorbidité. Hein, ce concept bien décrit par Pascal Clark et que l'HAS préconise également. Il ne faut pas oublier que comorbidité, on n'emploie plus parce qu'on va dire co-occurrence, parce qu'on ne sait pas où on en est dans le lien entre deux affections, entre un comportement et une affection, entre deux troubles, et que en plus de ça, il y a des modèles étiologiques qui associent à la possibilité de dire que c'est co-occurrent ou pas, qu'il y a des causalités directes ou indirectes. Donc c'est important de parler de co-occurrence. Si on regarde la co-occurrence bruxisme, SAOS, enfin apnée-hypopnée chez l'adulte, en fait, il n'y a pas assez d'évidence scientifique. Actuellement, il n'est pas possible de confirmer une relation BS, bruxisme, syndrome d'apnée. Alors, il y a quand même, Gilles en a parlé, des mécanismes qui sont étudiés, qu'on retrouve fréquemment, mais ces mécanismes, on ne les retrouve pas toujours dans les mêmes types de populations d'échantillons. Et ça veut dire qu'il y a certainement des phénotypes, évidemment, là-dedans. Il y a des études génétiques en Pologne qui sont menées, il y a des études de phénotypes qui sont retrouvées, je ne sais pas si on peut parler de phénotype, avec le SAS positionnel qui serait indépendamment associé à la sévérité du bruxisme. En tous les cas, il commence à y avoir des études comme ça, de ce type-là, de l'équipe de Franck Lobezo, où il y a des analyses en réseau qui se mettent en place. Chez l'enfant, c'est un peu plus retrouvé, oui, ça semble beaucoup plus possible, mais la littérature actuelle, là encore, ne permet pas de conclure sur ce lien. En tous les cas, chez tous les individus, à tous les moments de leur vie. Deuxième co-occurrence fréquemment étudiée, d'abord au Japon, par cette équipe de Miyawaki et Omur, qui nous montre quand même que dans des tout petits échantillons hyper sélectionnés, il y a un fort lien à tout niveau, hein, dose, effet, temporel, etc. Donc c'est assez fort, mais bon, la taille de l'échantillon est petite. Et puis Mengato a une étude sur 300 personnes qui nous montre quand même qu'il y a énormément de liens entre du RGO, mais bon, les outils de diagnostic ne sont pas toujours les gold standards dans le RGO en tous les cas, et dans le bruxisme pour Mengato. Ce papier il est intéressant parce qu'il nous montre qu'il peut y avoir des multi-occurrences entre le bruxisme, le RGO et le SAS. On sait qu'il y a des liens très importants, RGO-SAS, bidirectionnels probablement, peut-être SAS-bruxisme chez certains individus, peut-être RGO-bruxisme chez certains individus, peut-être que c'est un phénotype particulier, en tout cas c'était des études avec des autorapports, donc avec des limites quand même. Voilà. Il y a aussi des analyses en sous-groupe, en cluster, qui sont faites dans la cohorte Episono au Brésil, qui a permis de mettre en évidence un sous-groupe de femmes d'âge moyen avec co-occurrence bruxisme et insomnie. Donc ça, c'est assez intéressant, ce type d'études, mais il faut des populations générales pour que ça puisse avoir que ce soit encore plus intéressant à débattre. Et puis il y a ces analyses en réseau encore qui étudient un petit peu le SAS, en tous les cas, ce qui semble être un risque de SAS, l'âge, le tabac, d'autres facteurs couramment
évalué, pas toujours avec des méthodes gold standard, anxiété, dépression, voilà. Et on retrouve ça également plus récemment dans l'analyse secondaire de la cohorte Episono au Brésil, où l'analyse univariée multivariée montre qu'il y a une association bruxisme-insomnie, mais ce lien ne résiste pas avec un diagnostic objectif critère RDC-SB de Gilles. Donc voilà, on en est là actuellement. Donc hier Gilles m'a fait passer ce papier. Déjà, on ne parle plus de comorbidité du bruxisme, mais d'affection ou troubles sous-jacents associés ou co-occurrents avec le bruxisme. En gros, la conclusion de cette deuxième partie, c'est que, en route pour le phénotypage, comme ça a été fait un peu pour le SAS, à la fois étudier les mécanismes princeps avec la médecine de précision, faire un peu de big data et de la médecine de stratification pour faire de la médecine personnalisée, qui permettra de mieux savoir où on en est, de mieux phénotyper pour avoir un diagnostic plus précis, une prévention peut-être si c'est nécessaire en tous les cas, et un pronostic si c'était un facteur de risque amélioré. Donc c'est tout l'enjeu de la médecine personnalisée. Troisième partie, rapidement, que penser de tout ça au travers d'un cas clinique d'abord, pour rappeler qu'il faut faire absolument, si un domaine important où il faut être transdisciplinaire, c'est la médecine du sommeil. Et moi, je suis odontologiste et je suis très content de travailler avec l'équipe du sommeil de Bordeaux. C'est un grand enrichissement. Donc, ce rapport de cas, c'est une jeune patiente de poids normal qui est venue dans la consulte odonto donc pour des douleurs massétères temporaux, une usure dentaire qui commençait à la gêner, et puis des signes et symptômes assez évocateurs quand même, en particulier la somnolence peut-être d'un trouble respiratoire, brûlure d'estomac, et elle a une orthèse occlusale qu'elle porte la nuit, mais bon, ça n'améliore pas grand-chose au final. L'orthèse, c'est quelque chose qu'elle met en haut. Le diagnostic avec les critères, on a fait faire une PSG pour le SAS, et puis en même temps on a mis des EMG pour le bruxisme, et puis les critères de Montréal pour le RGO, montrer qu'elle a les 3 co-occurrences, cette jeune patiente. Donc avec Paul Galvez, un interne, on s'est amusé à regarder un petit peu les séquences associatives qui avaient été proposées par Manfredini, théorique, sa séquence de liens au moins temporels, sans savoir quel est le seuil de temporalité entre les différents événements. On avait pris arbitrairement des époques de 30 secondes et on s'était fixé ces 4 possibilités d'association au moins temporelle entre les événements respiratoires anormaux et les événements d'ARMM. Donc ça nous donnait une patiente quand même à des phases donc, du CAP très particuliers avec à la fois hypopnée, micro-éveil phasique, hypopnée, micro-éveil phasique, hypopnée, bon. Donc on avait appelé ça un phénotype, évidemment on ne peut pas dire ça comme ça, de type S2 où l'événement respiratoire précède dans moins de 15 secondes la survenue d'un micro-éveil qui va être la fenêtre temporelle permissive à la RMM. Et en fait, on s'est amusé, on ne s'est pas amusé du tout, non, mais on a enregistré cette patiente avant et sous traitement et on a vu qu'on a diminué très significativement cette fameuse séquence S2 où le bruxisme suit l'apnée. On a diminué de 88% cette séquence, mais on n'a pas diminué du tout le S1 où le bruxisme et le SAS sont isolés. Donc c'est comme s'il y avait une forme primaire, c'est pas bien, il ne faut pas dire ça, et secondaire, il ne faut pas dire ça non plus. Mais en tous les cas, on y a pensé à ça. Voilà, avec Paul et Jean-Arthur. Voilà, pour conclure, à partir de ça, les recommandations, pour le moment, il n'y en a pas, elles restent à être mises en place. Moi, j'aime bien celles-là qui ont été proposées par Maillet, Raphaël Heinzer et Gilles, où en gros, il faut inclure le bruxisme maintenant, évidemment, dans les troubles du sommeil, et en particulier les troubles respiratoires, et éventuellement la présence du RGO, parce que la prise en charge de ces troubles ou de ces co-occurrences, souvent sont efficientes et souvent, et parfois, pas toujours, ça dépend certainement d'un phénotype, améliore la condition du bruxisme s'il était considéré comme un facteur de risque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a on a le temps pour quelques questions, si vous le souhaitez. Moi, j'avais peut-être une petite question sur
sur cette co-occurrence de RGO. Il y a des hypothèses un peu physiopathologiques et de la causalité, ou quand on parle de co-occurrence, justement, c'est... Alors, justement, le lien RGO-bruxisme, c'est peut-être la co-occurrence la plus démontrée scientifiquement, mais dans des cohortes ultra sélectionnées de 10-12 patients, où à la fois on retrouve une baisse de pH précédemment la survenue d'un ARMM, en même temps, expérimentalement, en acidifiant l'œsophage, on induit un bruxisme expérimental, et en même temps, avec des IPP, on diminue l'ARMM. Oui, on vous écoute. Oui, merci. Martino, Namur, Belgique. Je voulais faire un commentaire à propos des séquences que vous avez montrées pour la précession du syndrome des apnées hypopnées obstructives du sommeil et l'occurrence de l'activité rythmique. Dans nos enregistrements du mouvement mandibulaire concomitamment à l'électromyographie de surface des masséters, nous avons quasi systématiquement, et publié pour part, observé qu'il y avait un moment d'effort respiratoire que peut-être vous ne pouvez pas qualifier sous forme d'une apnée ou d'une hypopnée, qui est une augmentation du drive, avec ou sans limitation de flux, qui précède l'activation autonomique du tronc cérébral, puis cortical, et enfin l'activité rythmique qui s'exerce pour le mouvement mandibulaire à une fréquence qui est bien différente de celle de l'activité respiratoire qui précédait l'activation du tronc cérébral et qui nous permet de vérifier, quasi dans toutes nos observations, qu'il y avait une augmentation du drive, c'est-à-dire un moment d'effort respiratoire. Ce qui suivait, ou ce qui était concomitant à l'activité rythmique mandibulaire, c'est un moment d'hyperventilation, c'est en polysomnographie, et un washout du CO2, un moment central. Donc je pense que la séquence, en tout cas dans nos observations, et je vous dis pour part publiée, c'était ça. Et lorsqu'on traite l'effort respiratoire par PPC ou par orthèse d'avancée mandibulaire, on met à plat de manière dramatique le risque d'événements masticatoires rythmiques à type de bruxisme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous avons observée avec des cathéters ésophagiens et de l'électromyographie l'électromyographie du diaphragme, c'est que le reflux gastro-œsophagien accompagné était très fréquemment associé à un changement de pression transdiaphragmatique qui accompagnait l'effort respiratoire. La pression devient davantage négative dans le thorax et vous expose à un reflux et partant. Donc, je pense que ces trois conditions, l'effort respiratoire, je ne parle pas du syndrome des apnées hypopnées du sommeil, qui est qualifié par un changement d'état de flux, mais c'est bien plus que ça. Le flux, si c'est obstructif, c'est l'effort, le reflux gastro-œsophagien et l'activité à type de bruxisme, tout ça est très intriqué. Absolument. Reste à le démontrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Eh ben, merci beaucoup. Merci. Et donc, on va pouvoir passer à la troisième présentation. On va accueillir Maria Clotilde Cara, qui est donc professeure des universités à Paris et qui va nous parler plus spécifiquement du SAS et de la maladie parodontale. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Je vais donc vous parler d'un autre aspect et d'une autre comorbidité. On a entendu ce mot et on va en rediscuter. Dans le contexte de notre domaine d'intérêt, étant chirurgien dentiste, qui est la maladie parodontale. Et sa relation donc avec le sommeil en général et plus particulièrement avec l'apnée obstructive du sommeil. Cette relation, a été, en réalité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment. La première publication en littérature qui nous a suggéré une relation entre l'apnée du sommeil et la maladie parodontale date de 2009.
C'était une équipe australienne qui avait observé une prévalence 4 fois plus élevée de la parodontite chez un échantillon de patients atteints d'apnée obstructive du sommeil qui consultaient un labo de sommeil, un centre de sommeil, 4 fois plus élevé par rapport à la prévalence qui a été estimée dans la population générale adulte en Australie. Et donc, ils avaient suggéré que peut-être ces deux pathologies sont liées. Depuis, vous voyez, si on fait vraiment recherche basique au niveau de PubMed en croisant le mot parodontite et apnée du sommeil, on voit que le nombre de publications est en train d'augmenter et ne cesse pas d'augmenter, heureusement. On part de quoi? D'une part, on a notre syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, on sait qu'une pathologie respiratoire liée au sommeil très fréquente dans la population générale adulte. On parle de milliards d'adultes dans le monde entre 30 et 69 ans atteints d'apnée obstructive du sommeil. Et on sait aussi que c'est une pathologie souvent non diagnostiquée parce que les signes et symptômes, surtout dans les stades initiaux, sont un peu sous-estimés par les patients et souvent aussi par les professionnels de santé. Et de l'autre part, on a une parodontite, c'est une pathologie aussi chronique, c'est une pathologie inflammatoire chronique et multifactorielle, c'est également très très répandue au niveau de la population générale adulte. Elle est estimée être la 7e maladie chronique non transmissible la plus fréquente dans le monde, et avec une prévalence standardisée sous l'âge de 13%. Et sa prévalence également ne cesse pas d'augmenter, un peu parce que la population en général vieillit et parce que le nombre des gens dans le monde augmente. Mais comme vous pouvez voir, c'est une pathologie chronique, si vous ne connaissez pas, ce qui touche les tissus de support de la dent, donc tout ce qui est la gencive, l'os et le ligament autour d'une dent et de sa racine, et que si elle est laissée intraitée, si on ne la traite pas, elle va évoluer vers la perte dentaire. C'est en fait la première cause de perte dentaire chez l'adulte avec la carie. Donc, si on veut étudier ces deux pathologies, et d'un point de vue épidémiologique tout d'abord, on est face à une problématique que vous pouvez déjà imaginer, c'est-à-dire qu'on est en face de deux pathologies qui sont très fréquentes dans la population générale adulte. Finalement, c'est la même population. On touche des patients qui sont exposés à des facteurs de risque qui souvent sont partagés, parce que le premier facteur de risque des parodontites, c'est le tabac, mais en deuxième position, on a le diabète, et après on a l'obésité, on a plein d'autres pathologies systémiques, métaboliques et inflammatoires. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a un overlap avec les facteurs de risque et les comorbidités qu'on connaît par rapport aux patients apnéiques. Et les deux partagent aussi une condition d'inflammation systémique de basse grade qui est causée en fait par le fait d'être apnéique, et aussi si on prend les patients avec atteinte d'une parodontite sévère non traitée, indépendamment d'autres pathologies, c'est-à-dire seulement parodontite sévère non traitée, sont des patients qui ont des indices inflammatoires plus élevés et donc une inflammation systémique de basse grade qui est vraiment alimentée par la parodontite elle-même. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'on connaît par rapport à la relation entre le sommeil en général et le risque de parodontite, on peut commencer par la durée du sommeil. On sait que la durée du sommeil est très importante, c'est un indicateur aussi de la qualité de sommeil. Et du moment qu'on ne dorme pas assez ou trop, donc une durée de sommeil excessive, on sait qu'on a des conséquences, la littérature montre, d'un point de vue de la santé générale. Sur cette longue liste, on peut rajouter la parodontite. On a des données récentes dans la littérature qui montrent effectivement une association entre la durée de sommeil et le risque de parodontite, qui soit une durée inférieure souvent à 5-6 heures de sommeil par nuit ou supérieure à 9, donc durée excessive, avec un risque qui est accru entre 19 et 66% en fonction des études évidemment, mais cette association a été retrouvée dans plusieurs publications. Et si on regarde le trouble du sommeil en général, en laissant de côté pour un instant l'apnée obstructive du sommeil, on a plusieurs études aussi qui montrent qu'il y a une association entre les troubles du sommeil en général et les maladies parodontales. En particulier, je vous présente ces deux études populationnelles, donc un qui a été conduit à Taïwan et l'autre en France. Les deux sont basés sur donc, une auto-évaluation au rapport des individus dans la cohorte de troubles du sommeil, de façon chronique et tout confondu, sauf l'apnée du sommeil.
et ont utilisé donc un échantillon de témoins qui ne souffraient pas du tout de troubles du sommeil. Et on voit que le risque à la fois de parodontite sévère est accru, avec une hazard ratio de 1,36. Et aussi en France, on n'avait pas le diagnostic de parodontite, mais on avait une observation clinique, une évaluation de l'inflammation gingivale. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ces patients souffrant de troubles du sommeil, ils avaient un risque augmenté d'avoir une inflammation gingivale sévère. Pour ce qui concerne l'apnée obstructive du sommeil, la littérature est assez cohérente. On a plus d'études par rapport aux autres aspects que je viens de vous décrire. Et en fait, on observe toujours une prévalence de la parodontite qui est augmentée chez les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil par rapport à des sujets témoins. Et cette relation significative semble être indépendante des facteurs de confusion majeurs comme l'âge, comme l'indice de masse corporelle, d'autres facteurs de risque comme le tabagisme et comorbidité comme l'obésité et le diabète. Et si on regarde la plus récente méta-analyse, vous voyez que ce risque est estimé à 1,83 avec une hétérogénéité de ces forest plots qui inclut quand même 11 études. De 40%, ce qui est retenu comme une hétérogénéité acceptable. Et on voit bien que la littérature est assez cohérente, elle va dans la même direction, trouver toujours, presque toujours, une association significative. Et quid de la perte dentaire, on l'a déjà mentionné, je vous ai dit qu'elle a conséquence un peu ultime d'une parodontite non traitée. Et est-ce qu'il y a une relation entre l'apnée du sommeil et le nombre de dents ? Et en fait, je vous présente cette étude qui a été conduite aux États-Unis sur un échantillon de plus de 7000 individus dans la cohorte NHNS. Et ils ont évalué les signes typiques d'une apnée obstructive du sommeil, comme le ronflement, la fatigue, la somnolence. Ils ont croisé avec un diagnostic de parodontite. Avec un diagnostic de parodontite aussi, mais avec le nombre de dents manquantes. Et là, ils ont évalué que pour chaque dent perdue, donc manquante, il y avait un risque supplémentaire de reporter ces signes et symptômes typiques de l'apnée obstructive de 2% pour chaque dent, et on arrive à un risque augmenté de 25% quand on a entre 5 et 8 dents manquantes dans la bouche. Et donc on peut imaginez évidemment que si la perte dentaire est la conséquence ultime d'une parodontite non traitée, on pourrait imaginer une sorte de cascade où on a l'apnée du sommeil qui est un facteur de risque pour la parodontite, pour développer cette pathologie des tissus de support de la dent, et qui donc on amène plus rapidement ou contribue à la perte dentaire, mais à la fois la perte dentaire pourrait être elle-même un facteur de risque de l'apnée obstructive du sommeil. Il ne faut pas oublier cette hypothèse, parce que du moment qu'on commence à perdre des dents, même en vieillissant, donc dans un processus pas forcément lié à la parodontite, on a un effondrement des tissus pharyngés, on a une diminution de l'espace du tiers inférieur de la face et aussi une diminution du contrôle neuromusculaire. Et donc, ça peut déterminer donc, une condition crânio-faciale qui peut favoriser les épisodes d'obstruction. Et on revient à ces concepts de porter ou pas porter la prothèse dentaire complète pour les dentés complets que le professeur Lavigne a évoqué plus tôt. Et donc le risque effectivement de pouvoir intervenir ou influencer l'obstruction des voies aériennes supérieures avec ces prothèses. Donc tout ce que je vous ai présenté, c'est des évidences, des preuves épidémiologiques d'une association entre la parodontite et l'apnée obstructive du sommeil. Mais comment on pourrait expliquer cette relation ? Là, on passe sur des hypothèses physiopathologiques parce que les données ne sont pas probantes à l'heure actuelle. Et on peut essentiellement évoquer 3 hypothèses. La première, c'est l'aspect de la colonisation bactérienne. La parodontite, c'est une pathologie inflammatoire, mais l'origine est bactérienne. Ce sont des parodontopathogènes, des bactéries spécifiques qui se retrouvent dans le biofilm bactérien, donc dans la plaque dentaire, et qui sont capables de déterminer une dysbiose du microbiote oral, c'est-à-dire le microbiote n'est plus en symbiose avec l'autre. Et leur présence déclenche la réponse inflammatoire au niveau de la gencive, au niveau de l'os alvéolaire, autour des dents, qui détermine la résorption osseuse. Donc on peut imaginer, il y a des données aujourd'hui qui démontrent que le sommeil modifie la composition de la plaque dentaire. Juste le sommeil, chez des individus
totalement en santé, qu'ils n'ont pas de trouble du sommeil, le fait de dormir déjà modifie la composition de ce microbiote qui est plus virulent au réveil avant d'aller dormir. Et on peut imaginer que chez les patients qui sont apnéiques, qui souvent sont ronfleurs, sont des respirateurs beaucoup aussi, cette accumulation de plaques est favorisée. Et là, on commence à voir des données qui nous disent effectivement la quantité de plaques est plus importante chez les patients apnéiques que les non-apnéiques. Et peut-être aussi la composition du microbiote de sa virulence est différente. La deuxième hypothèse, c'est l'inflammation. Donc on sait que l'apnée obstructive du sommeil est liée à cette inflammation systémique et donc pourrait être un facteur contributeur et aggravant la destruction parodontale dont le mécanisme est complètement inflammatoire. Il ne faut pas oublier non plus que la parodontite sévère laissée pas traitée est une source d'inflammation qui peut, dans une contribution évidemment moindre que l'apnée du sommeil, contribuer à l'inflammation systémique. Et après, on peut évoquer une troisième hypothèse, c'est-à-dire une hypothèse dont on a une association épidémiologique parce qu'on retrouve ces deux pathologies chez la même population, des patients exposés aux mêmes facteurs de risque, aux mêmes comorbidités, mais il n'y a pas vraiment une cause-effet, il n'y a pas une relation cause-effet, mais on a une prévalence qui s'intercepte entre les deux pathologies. On a récemment essayé de résumer tout ce que je viens de vous dire dans ce schéma, où vous voyez donc les mécanismes que j'ai évoqués, l'aspect bactérien et l'aspect inflammatoire. Et ils ne sont pas évidemment mutuellement exclusifs, ils peuvent coexister. Et au milieu, on a tous les aspects comportementaux qu'il faut toujours évaluer, c'est-à-dire effectivement le style de vie du patient, ses habitudes d'hygiène bucco-dentaire, les autres pathologies présentes quand on parle de comorbidité. Et tout ça, ça peut jouer sur les manifestations cliniques à la fois de la parodontite et de l'apnée du sommeil. Donc on a évoqué l'aspect comorbidité. Quand on parle d'apnée du sommeil, on parle souvent de syndrome, donc ça veut dire qu'on parle effectivement de comorbidité, c'est une pathologie complexe, souvent on arrive déjà avec des pathologies cardiovasculaires ou métaboliques, mais on a déjà évoqué qu'elle peut arriver avec des pathologies co-courantes qui concernent la cavité orale. Donc on a évoqué le bruxisme, la douleur orofaciale et le reflux gastro-œsophagien avec ses conséquences sur les surfaces dentaires et la parodontite. Mais on sait que la parodontite est aussi un facteur de risque pour la santé cardiovasculaire. Je ne sais pas si vous savez, mais là, la littérature est très riche et nous dit qu'effectivement, une parodontite sévère est associée à l'hypertension artérielle, est associée à des événements cardiovasculaires et ça contribue vraiment à la santé cardiovasculaire. Et le même, on peut le dire évidemment avec un point encore plus important pour l'apnée obstructive du sommeil. Et donc on peut imaginer, on a évoqué l'aspect de effet additif de traitement, mais on pourrait imaginer un effet additif aussi des pathologies qui coexistent chez le même patient. Et on a essayé d'explorer avec d'abord une étude épidémiologique et en cours une étude interventionnelle, l'aspect de dire quel est l'impact sur la santé cardiovasculaire du patient de fait d'avoir une trouble du sommeil et une pathologie parodontale. Et en fait, il s'avère, ça c'est juste une petite suggestion au niveau épidémiologique, qu'effectivement, quand on compare des individus qui souffrent régulièrement de troubles du sommeil, ils ont aussi une inflammation gingivale sévère, versus des individus seulement avec le trouble du sommeil, mais pas d'inflammation, ben, l'historique cardiovasculaire est bien plus important chez le premier groupe que l'autre, évidemment, en corrigeant sur tous les facteurs de confusion qu'on pouvait mettre dans le modèle dans cette étude. Et par contre, on n'est pas encore assez fort pour pouvoir parler réellement de comorbidité. Je reste sur une hypothèse, on ne sait pas s'il y a un lien cause-effet, mais sûrement une association. Malgré ça, je pense qu'en tant que clinicien, le fait d'y avoir une association est très important. C'est-à-dire, on ne peut pas établir aujourd'hui si l'apnée du sommeil précède et donc cause la parodontite ou moins probablement l'inverse. Mais il faut considérer la présence de deux pathologies dans la prise en charge qu'on a évoquée, personnalisée. On a déjà parlé, on est dans l'ère de la médecine personnalisée. Et ce qui veut dire, c'est qu'on doit optimiser toute intervention de prévention, des traitements et de diagnostic avec, si on peut, l'utilisation de big data pour être plus efficace, plus performant et donc traiter les patients avec une approche individualisée.
Et on pourrait essayer de faire cet exercice à partir du diagnostic. En fait, cette étude très récente qui a utilisé une approche d'intelligence artificielle a essayé de trouver quels sont les facteurs prédicteurs, c'est-à-dire dans le processus des diagnostics d'une apnée obstructive du sommeil. Et il s'avère que la parodontite est très fréquemment associée, c'est même à la 4e place. Donc, il pourrait même servir comme un élément de diagnostic, un élément qui confirmerait, même dans le processus plutôt de dépistage, la relation et l'aspect de l'apnée obstructive du sommeil. Et après, on arrive à l'aspect de traitement. Personnaliser le traitement est très important pour, évidemment, augmenter l'efficacité. Et quel traitement choisir chez le patient apnéique? On a évoqué l'utilisation des orthèses d'avancée mandibulaire et on sait bien qu'ils sont traitements efficaces, qui vont stabiliser la position, en position avancée la mandibule, les tissus mous oropharyngés, mais c'est évident que pas tous les patients sont des bons candidats pour cette orthèse, indépendamment de son design évidemment. Et en fait, je souligne l'importance de ce dépistage de maladies parodontales avant le pose d'orthèse. C'est vraiment essentiel, vu même l'association très prévalente dans la population générale, aller faire une évaluation parodontale complète, souvent aussi radiographique, qui nous permet de dépister si une maladie parodontale existe. Effectivement, si on regarde certains guidelines pour l'utilisation des orthèses d'avancée mandibulaire, par exemple, au Royaume-Uni, on voit que la santé parodontale, c'est le prérequis pour l'utilisation des orthèses d'avancée mandibulaire. Et il existe une vraie définition de santé parodontale, et ça veut dire que les gencives ne saignent pratiquement pas du tout quand on fait notre examen avec nos instruments, ce qui est très rare. Je pense que même pas 10% de la population se retrouve dans cet état. En absence évidemment de signes et symptômes, de douleurs, etc. Donc la santé parodontale n'est pas si fréquente et je suis après sûre qu'elle n'est pas dépistée régulièrement et systématiquement. Donc imaginons que notre patient est apnéique et présente un antécédent de parodontite, parce que c'est évident que mettre une orthèse chez un patient avec une parodontite non traitée, c'est une faute professionnelle. Mais a un antécédent de parodontite. Ça veut dire qu'il se retrouve dans une situation où le support osseux autour des dents est bien réduit. Et le risque de récidive aussi de cette maladie est très important. Est-ce qu'on aura des conséquences du port de l'orthèse différentes qu'un patient qui n'a jamais eu une parodontite? Je ne peux pas vous répondre à cette question, il n'y a pas trop d'évidence en littérature, parce que la parodontite est considérée une contre-indication. Donc, dans la majorité des RCT qui ont été conduits pour évaluer l'efficacité des orthèses, les patients avec une parodontite ou un antécédent de parodontite ont été exclus. Donc on n'a pas des données qui ont suivi ces patients pour longtemps. Par contre, on a une seule étude rétrospective qui a évalué sur une durée de presque 8 ans 21 patients, donc un vraiment petit échantillon au Canada. Mais ils avaient évalué au niveau parodontal très précisément l'état parodontal des patients à baseline, avant le traitement et pendant la durée du traitement. Et ils ont remarqué que donc ces variables, les variables que nous, parodontistes, on connaît bien, la profondeur de sondage, la récession, la perte d'attache, n'ont pas bougé pendant le traitement. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais il faut rappeler que tous ces patients étaient sains au début, c'est-à-dire ils n'avaient pas du tout de parodontite, le parodonte était sain, comme idéalement devrait être, et tout cela n'a pas évolué pendant le traitement. Quid de la PPC? Encore, on n'a pas de données en littérature, mais je suis plusieurs patients qui sont sous PPC, ils ont parodontite, et ils ont des plaintes comme la bouche sèche, l'accumulation accrue de plaques dentaires, une inflammation persistante, qui sont pour nous des facteurs clés pour arriver à stabiliser leur parodontite. Donc je pense que là aussi, il y a une matière d'évaluation. Et pour terminer, je vous présente, donc là, c'est un tableau où on liste les facteurs de risque de la parodontite, c'est un modèle épidémiologique, et je pense qu'aujourd'hui, on peut sûrement rajouter le sommeil en général, les troubles du sommeil et l'apnée du sommeil en particulier. Et je vous montre ce patient qui a été adressé dans notre service il y a 10 ans, et qu'il y a 10 ans, il avait 64 ans, il était apnéique sévère, et présentait aussi une parodontite sévère. Donc en fait, on a pu le suivre. Au début, son indice d'apnée-hypopnée était 41, il a refusé la PPC et donc a été considéré un candidat à l'orthèse d'avancée mandibulaire.
C'est clair qu'on a dû traiter la maladie parodontale avant, donc avec tous les traitements standards qu'on connaît, et toutes les étapes, pour regagner cette santé parodontale qui nous a permis après de lui livrer une orthèse qui est encore aujourd'hui et qui est efficace, comme vous pouvez voir, à normaliser, pas arrêter, mais réduit significativement le nombre d'apnées-hypopnées et très adhérent au traitement. Et après 10 ans, il se retrouve encore à nos visites des contrôles régulièrement, qui sont 3-4 fois par an, pour vous souligner. On le voit tous les 3 et 4 mois. C'est le seul moyen de maintenir la situation en place. Et au bout de 10 ans, on a perdu un élément dentaire, ce que pour nous, c'est dommage, mais c'est une seule dent, donc c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez noter donc l'effet sur le parodonte du port de l'orthèse, c'est tout à fait réconfortant, malgré voilà, le risque. Mais je souligne que c'est un patient qui a une adhérence aux 2 traitements, donc c'est-à-dire le suivi parodontal et le port de l'orthèse, qui est exceptionnel. Et donc, j'arrive aux conclusions. On peut dire que l'apnée obstructive du sommeil est aujourd'hui un élément qu'il faut considérer quand on évalue le profil de risque du patient parodontal, et c'est sûrement un facteur de risque émergent. On ne peut pas peut-être au niveau épidémiologique parler encore de facteur de risque, c'est plutôt un indicateur de risque évidemment, mais c'est à considérer dans la santé orale et parodontale. Et vu cette association, il faut considérer les liens potentiels au niveau des comorbidités, parce que la parodontite est liée à plein de pathologies et l'apnée du sommeil aussi. Donc je pense que là, il faut vraiment considérer le patient dans sa totalité et regarder sur l'impact de la santé générale. Et c'est grâce à cet exercice-là qu'on pourra personnaliser le diagnostic et les traitements, et donc être aussi plus efficace dans la prise en charge des patients. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors finalement, on a un tout petit peu de temps. Je ne sais pas si vous voulez peut-être revenir pour s'il y a des questions dans la salle. Moi j'aurais peut-être une question justement deux questions d'un peu de pneumologue qui, alors bien sûr quand on prend en charge des patients apnéiques, il est de bon ton de regarder leur bouche pour bien des raisons, évaluer les amygdales, etc. Donc on fait ouvrir la bouche aux patients, mais est-ce qu'il y a des moyens simples pour nous, au-delà, bien sûr, quand on envisage l'orthèse, on est un peu plus attentif, mais même ceux à qui on prévoit de prescrire une PPC, est-ce qu'il y a des choses simples un petit peu pour rendre service aux patients, l'adresser spécifiquement dans cette indication? Et deuxième petite question, est-ce qu'il y a eu déjà des études justement sur l'impact de cette... Est-ce que la PPC pourrait aussi avoir un impact positif? Tu as beaucoup détaillé sur le potentiel effet délétère, mais si les causes de cette parodontite sont liées aux apnées du sommeil, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire des prélèvements bactériens avant-après traitement? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Il y a des choses simples, on a l'impression qu'on pourrait faire. Est-ce que... Oui. Si, très bonne question. Pour répondre à la première, on a essayé de développer un questionnaire d'auto-évaluation qui permet de dépister les patients avec parodontite sévère, qu'on a utilisé dans plusieurs cohortes en France épidémiologiques, et que pourrait devenir un outil pour même les médecins, de façon à identifier les patients à risque et les adresser chez le dentiste. Parce que juste en regardant la bouche, c'est pas immédiat, cette évaluation. C'est clair que si la gencive est très rouge, inflammatoire, saigne, ben voilà, il y a au moins une gingivite, et après l'os, il faut l'évaluer soit avec un élément radiographique et après avec un vrai examen clinique. Donc le questionnaire, c'est un outil intéressant pour le dépistage. Et pour la deuxième question, effectivement, ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si on améliore l'apnée du sommeil, est-ce qu'on a un impact positif sur la gestion de l'apnée? Je pense ça aussi. Au niveau épidémiologique, toujours dans la cohorte IPC que j'ai citée, on a évalué, on a comparé des patients apnéiques traités donc sur PPC versus des sujets contrôle, et on a regardé leur santé orale, et s'avère qu'ils avaient une santé orale tout à fait comparable et correcte par rapport aux sujets qui n'étaient pas apnéiques. Donc, mais à la fois là, c'est compliqué de dire est-ce que c'est l'effet direct de la PPC ou c'est l'effet de ces patients qui se prennent en charge, et compte tenu qu'ils se prennent en charge et sont compliants à la PPC et tout, sont aussi compliants dans les visites chez les dentistes et dans le contrôle des facteurs de risque en général. Merci. J'aurais peut-être juste une petite question aussi pour le professeur Lavigne. Vous avez cette étude quand même canadienne là, qui nous dit que 60% des patients, ceux qui ont tout essayé, ils préfèrent avoir les deux. On est d'accord. Est-ce que ça va
enfin, est-ce que ça devrait alors changer, révolutionner notre prise en charge? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement, si on enlève le problème de coût, qui en est un, mais si on le met de côté pour l'instant, parce que finalement, une orthèse, pour bien des patients, même s'ils devaient le payer, ils pourraient se le permettre. Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Et est-ce que c'est le patient qui a raison? Est-ce que nous, on doit accompagner cette révolution? Votre question est... Ça fonctionne? Oui. Votre question est très pertinente. L'étude était biaisée dans le sens qu'ils ne payaient pas à la fin. C'était comme leur prix là, d'avoir participé à l'étude. Mais ils l'ont su seulement à la fin qu'ils avaient l'appareil gratuitement. Là. Mais c'est, comme je l'ai dit, là, on parle d'un traitement de 5 à 6 000 $ et j'ai insisté beaucoup sur l'accès aux soins. Et au Québec, il n'y a rien qui est remboursé, ni la PPC, ni l'orthèse. En Ontario, la PPC est remboursée. On est dans le même pays, là, mais chaque province a ses règles. Et l'orthèse n'est pas sur le radar des soins. Fait que souvent, la PPC est remboursée par l'assurance médicale privée. C'est environ 60% de la population qui a des assurances privées, malgré qu'on a un système de santé. Et l'orthèse dentaire, ça dépend. Si on a un bon rapport du pneumologue, qui nous met 15 et plus, là, ils vont la rembourser. Si c'est en bas, là, on tombe dans l'assurance dentaire. Ce n'est pas tout le monde qui a de l'assurance dentaire. L'État, le gouvernement fédéral essaie de faire des ententes avec chacune des provinces pour qu'éventuellement, il y ait un minimum de soins dentaires couverts par un retour d'impôt. Et là, on ne sait pas comment ça va être accepté par la population, mais les syndicats de dentistes ne sont pas très heureux avec cette stratégie. Et le gouvernement l'est encore moins parce qu'il y a des endroits où, justement, il couvre les soins pour les patients vulnérables, les enfants en bas de 10 ans et ainsi de suite. Et là, il y a un débat interminable là, entre le gouvernement central et le gouvernement de chacune des provinces. La santé, au départ, c'est provincial, mais le fédéral dit toujours qu'il y a un mot à dire. Alors nous n'avons pas le même problème en France, c'est-à-dire que la PPC est prise en charge, bien sûr, quand ça répond à certains critères, mais dans certains cas aussi, certains patients sont intolérants à la PPC, ne supportent pas ou ne la veulent pas, et au bout de 4 mois, on peut faire une demande pour une orthèse. Donc nous aurions la possibilité de faire justement ce traitement avec 2 orientations pour justement améliorer la santé du patient. Et ma seconde question, c'est pour Clotilde. Je voulais juste savoir, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait intéressant de vulgariser chez les chirurgiens dentistes et de les sensibiliser au fait que tout problème parodontal, et même en allant plus loin, toute perte dentaire peut être indirectement associée ou directement associée à un SAOS. Parce qu'on a les tests d'Epworth qui sont réservés aux médecins, mais nous, on n'a absolument rien pour faire un petit dépistage dans notre cabinet quand on a un patient qui arrive. Donc, est-ce que ça ne serait pas intéressant justement de travailler sur cette possibilité de créer un test, au moins de dépistage, puisque nous sommes quand même, tout le monde va chez le dentiste, tout le monde est à même d'être sensibilisé à ce sujet. Absolument d'accord. Je pense que le chirurgien dentiste a vraiment un rôle clé dans le dépistage. À la fois, je pense que le discours, c'est sensibiliser qu'il faut dépister l'apnée du sommeil chez les patients avec parodontite et dépister la parodontite chez les patients avec apnée du sommeil. Donc, il faut se donner les outils, à la fois pour les médecins et pour les chirurgiens dentistes, de pouvoir jouer un rôle dans ce dépistage. Mais c'est effectivement dans les deux sens. Absolument d'accord. Oui, il y a encore des questions dans la salle. On a finalement encore 3 petites minutes. Le traitement parodontal, c'est combien de temps? Ça coûte combien? Et comment c'est remboursé en France, du coup? J'ai une petite idée sur la réponse, mais... Oui. Alors, le traitement parodontal, les soins parodontaux en général ne sont pas remboursés par la sécurité sociale en France. C'est la mutuelle qui intervient en fonction des forfaits des patients, donc très peu. Il va falloir attendre un petit peu que la conférence commence. Mais en fait, oui, mais c'est parce que la conférence d'avant n'est pas terminée encore. Ils sont en train de sortir. Ah pardon, c'est pas nous. Oui, il y en a qui sortent, mais il y en a encore, c'est pour ça. Et donc, ne sont pas très bien remboursés. Il y a plusieurs étapes d'un traitement parodontal. Il y a des phases non chirurgicales et chirurgicales. Et plus on avance, en fait, plus le remboursement est faible. Et c'est la première raison de non-accès aux soins ou de renonce aux soins, malheureusement, de ces maladies qui restent non traitées à cause de ça. Vous avez montré qu'il y a
un lien cardiovasculaire qui existe, donc il faudrait travailler là-dessus, mais je pense qu'effectivement j'avais l'idée de la réponse sur le fait que c'était pas bien pris en charge et pour certains patients c'était compliqué, quoi. C'est une bataille en cours. Le diabète, c'est la parodontie, c'est une des premières complications du diabète. Et à force d'avoir cette force de la littérature et les praticiens, aujourd'hui en France, les traitements parodontaux chez les diabétiques sont remboursés. Donc je pense que dans quelques temps, peut-être on a l'espoir que ils vont écouter le risque et l'importance en fait de prévenir ces maladies qui est à la base de tout et qui malheureusement n'est pas pris en charge. Oui, allez-y. Oui, on vous écoute. Oui, chez un patient bruxeur qui doit être appareillé par une orthèse, est-ce qu'il faut systématiquement reconstruire la DVO? Technique. Le lien périphérique central, il se fait plutôt dans l'autre sens. Donc, je dirais que ça... C'est-à-dire que l'aspect DVO, occlusion dentaire, sur l'éventuelle diminution de cette activité, elle n'est pas validée. On va plus maintenant modifier des conditions occlusales et de DVO, par exemple. Je pense pas. Ça peut modifier un trouble respiratoire, oui, ça on sait. En augmentant la DVO trop, on va augmenter les événements respiratoires anormaux. Mais pour le bruxisme, il n'y aura pas d'effet, a priori. Ou moins pour avoir un support supplémentaire pour l'orthèse, quoi. Non, c'est en fait l'idée, c'est qu'elle ne casse pas, quoi, enfin l'orthèse. Donc, et qu'elle tienne. La rétention, oui, aussi, voilà, oui, c'est sur le design, en fait, et le pronostic du dispositif, en fait, qu'on va jouer. Okay, merci. Mais l'idée de ne pas trop augmenter, j'irais plutôt dans ce sens, mais c'est subjectif, ce que je vous raconte. Alors, tant qu'on ne met pas dehors, allez-y, peut-être vraiment la dernière question. Bonjour, alors j'avais une question qui était plus justement par rapport à la prise en charge sécurité sociale, à savoir que la PPC donc, est prise en charge d'une manière assez particulière par rapport au télésuivi et par rapport à l'expérimentation qui avait été faite au Canada où justement les patients pouvaient utiliser les deux alternativement ou voire ensemble. Ça risque de poser un problème à l'état actuel au niveau de la Sécu parce qu'il y a la baisse de la prise en charge à cause de l'utilisation de la compliance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement les patients ne puissent pas être biaisés à ce niveau-là à long terme? Alors, je pense que c'est un problème franco-français, effectivement. Oui, Effectivement, si on utilise l'orthèse, on est parfaitement le week-end, on est parfaitement bien traité, mais le prestataire sera moins remboursé. Alors, on ne résoudra pas le problème, effectivement, pour l'instant. Mais ce qui risque d'arriver à terme, enfin, en tout cas, je l'espère pas, mais justement, le manque à gagner du prestataire risque de retomber sur le patient. J'en ai bien peur. Alors, c'est pas vers là que, pour l'instant, les services, que s'orientent les choses, mais pour l'instant, on fait supporter ça aux prestataires, mais c'est un problème, effectivement, que vous soulignez, vous avez raison, mais on trouvera pas on n'a pas de réponse simple, je pense, aujourd'hui, ouais. Mais c'est une vraie question. Merci. Merci à tous pour cette oppo aux orateurs, et bon fin de congrès à tous.